1929, Wall Street. Une date gravée dans l'histoire économique mondiale. Ce jour-là, le monde a basculé dans la plus grande crise financière du XXe siècle. Mais qu'est-ce qui a mené à cet effondrement historique? Pourquoi la bourse s'est-elle écroulée? Et surtout, quelles leçons cette crise nous laisse-t-elle aujourd'hui, près de 100 ans plus tard? Aujourd'hui, on revient ensemble sur la Grande Dépression, ses causes, ses conséquences, les réformes qui ont suivi, et pourquoi elle reste plus que jamais d'actualité. Le contexte avant la crise. Nous sommes au cœur des années 1920. Les États-Unis sortent victorieux de la Première Guerre mondiale. Ils sont désormais la première puissance économique mondiale. C'est une décennie d'innovation, de confiance et de croissance. L'automobile avec Ford, l'électroménager, le téléphone, le cinéma parlant, tout semble possible, c'est l'époque du crédit facile. Les ménages achètent à tempérament, les entreprises s'endettent pour produire toujours plus. Et surtout, la bourse devient un phénomène populaire. Plus de 1,5 million d'Américains investissent à Wall Street. Beaucoup le font sans rien connaître, souvent à crédit. Les cours s'envolent. L'indice Dow Jones triple entre 1925 et 1929. Mais derrière cette euphorie se cachent des déséquilibres profonds. La production industrielle dépasse la demande réelle, les inégalités explosent. 1% de la population détient plus de 30% des richesses, le secteur agricole, lui, est déjà en crise. Les fondations de cette croissance sont instables, comme un château de cartes construit trop vite. Les éléments. Déclencheur. Le 24 octobre 1929, tout bascule. C'est le jeudi noir. La panique s'empare de Wall Street. En quelques heures, 12,8 millions d'actions sont vendues. C'est un record, les prix s'effondrent, les télégraphes boursiers saturent. Les courtiers crient, certains pleurent, d'autres sautent des fenêtres. L'image est dramatique mais révélatrice. 5 jours plus tard, le mardi noir du 29 octobre, l'effondrement s'intensifie. C'est un krach en cascade. Pourquoi? Parce que la bulle spéculative avait atteint un point critique. Parce que les achats à crédit, sans actifs réels derrière, ont amplifié le choc. Et parce qu'aucune régulation sérieuse n'encadrait les marchés financiers. Le plus grave, c'est que la crise boursière va se transformer en crise bancaire, puis en crise économique mondiale. L'impact de la crise, de 1929 à 1933, l'économie américaine s'effondre littéralement. Le produit national chute de plus de 30%. Le chômage atteint 25%, avec des pics à 50% dans certaines régions. Plus de 5000 banques font faillite, emportant l'épargne des ménages. Les soupes populaires deviennent un symbole. Les bidonvilles, surnommés Hoovervilles du nom du président de l'époque, se multiplient et l'effet domino est mondial. Le commerce international s'effondre de 65% à cause du protectionnisme, comme les tarifs douaniers du Smoot-Hawley Act. En Allemagne, la crise amplifie le ressentiment post-traumatique de la guerre, favorisant la montée du nazisme. En France, la croissance s'arrête net. Le Royaume-Uni dévalue sa monnaie et quitte l'étalon or. La crise économique devient sociale puis politique. Les démocraties vacillent. Le monde entre dans une période d'instabilité profonde. Les réponses et réformes en 1932, Franklin Delano Roosevelt est élu président des États-Unis. Son programme du New Deal va profondément transformer le rôle de l'État dans l'économie. Voici les principales mesures. Création de la Social Security, assurance chômage, retraite. Glass-Steagall Act, séparation des banques d'investissement et de dépôt. Grands travaux, comme le barrage Hoover ou la Tennessee Valley Authority. Soutien aux agriculteurs via des subventions et un encadrement des prix. C'est la naissance de l'État-providence. L'idée que l'État n'est pas qu'un spectateur passif du marché, mais un acteur de stabilisation. La Réserve fédérale, qui avait été absente et inerte pendant la crise, devient peu à peu un acteur central de la régulation monétaire. Mais soyons clairs, malgré ces efforts, la crise n'est pas totalement résolue avant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui s'est passé ensuite. Le plein emploi ne revient qu'avec la guerre. L'économie américaine se mobilise. Production massive d'armements, de véhicules, d'uniformes, mais cette période laisse un héritage profond. L'école keynésienne se développe. L'idée que l'État doit relancer la demande en cas de crise. Les politiques de régulation financière deviennent la norme dans les pays développés. La sécurité sociale, les droits syndicaux, les protections sociales se généralisent après-guerre. La crise de 1929 est donc à la fois un drame et un point de rupture. Elle marque l'entrée dans le XXe siècle économique moderne. Conclusion, LHC. Grande dépression de 1929 n'est pas seulement une crise boursière. C'est une remise en question profonde de la foi dans le capitalisme sans régulation. C'est une leçon de vigilance, une leçon d'histoire. Elle nous rappelle qu'aucune croissance n'est éternelle, qu'aucune bulle n'est inoffensive,
et que sans garde-fou, le système peut s'effondrer. Et aujourd'hui, à l'heure où les marchés financiers sont plus rapides, plus interconnectés et plus dépendants de la confiance, cette leçon est toujours valable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire économique.